Paul agite ses bras avec bonne humeur en direction de la charrette à cheval qu'il vient de dépasser. Dans cette auto flambant neuve conduite par son père, il se sent comme un héros au cœur de l'arrière-pays provençal. Quand il se redresse en regardant la route, son père a déjà bifurqué sur un chemin de terre qui mène à un mât posé à flanc de colline. La voiture s'arrête dans un nuage de poussière qui brouille tout aux alentours. Là, s'exclame Paul surexcité en pointant du doigt la forme blanche et fantomatique qui s'approche vers eux. Espanet, car c'est lui le sorcier des montagnes, salue avec sa bonhomie rieuse Paul, son père, sa mère et son frère Pierre. « Ah, la poussière vous aura donné soif, allez, rentrez-vous désaltérés. » Espanet, il n'y a pas à dire, ta source donne l'eau la plus claire du pays. Pardi Joseph, c'est sûr, mais je préfère toujours la purifier avec mon pastis. Le choléra, tu sais, n'est jamais très loin. 5 volumes d'eau plus tard, le silence se fait religieux autour de la table. On déguste le fameux pastis, un mot qui signifie mélange en provençal. Eh bien Paul, qu'est-ce qui se passe? Que nouveau cette danse de fada? Papa, moi aussi quand je serai grand, je ferai mon propre pastis. Et la joie de ce dimanche de 1923 résonne comme l'écho annonciateur de ce que deviendra Paul Ricard. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un entrepreneur profondément moderne et visionnaire. Un récit librement adapté de Paul Ricard, Le fabuleux destin d'un enfant de Marseille, aux éditions Albin Michel. Dans ce premier épisode, vous découvrirez la naissance de Ricard et la guerre. Bienvenue sur l'apprenti. Avec l'apprenti, je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Média. 11 juin 1909, Marseille. Joséphine, enceinte de 8 mois, pose ses yeux sur son ventre avant de regarder son mari. Mais ni le bébé ni Joseph ne sont responsables de ces vibrations. La terre tremble dans le sud de la France comme elle n'a pas tremblé depuis 5 siècles. Vaisselle, meubles, tables, tout est sans dessus-dessous lorsque la terre arrête enfin de bouger. 1 mois plus tard, le 9 juillet, naît Paul Ricard. L'homme qui toute sa vie se plaira à imaginer que c'est le mouvement de la terre qui l'a mis en action. En attendant, il naît dans la commune campagnarde de Sainte-Marthe, sur les hauteurs de Marseille. Une bourgade provençale où les champs et la nature ne sont jamais très loin. Pour Paul enfant, c'est l'occasion de courir derrière les papillons ou de rêver sous les oliviers lorsque la chaleur se fait trop pressante. Une enfance insouciante avec son frère Pierre, sa mère qui les élève et son père, un négociant en vin en pleine ascension sociale. 1909, la même année que la naissance de Paul, c'est aussi l'arrivée du tram à Sainte-Marthe. Avec lui s'ouvre la possibilité pour la famille Ricard de se rendre à Marseille. La ville industrieuse où 25% de la population gagne son pain grâce au savon. La ville ouverte sur la Méditerranée où se mêlent le provençal, le russe, le chinois ou le grec. La ville cosmopolite. La campagne de Sainte-Marthe et son bal où l'activité incessante du vieux port de Marseille, tout plaît à Paul. Il veut être partout, sauf à l'école. L'artiste qu'il est déjà s'y ennuie et le futur homme d'action y déprime. Paul! Encore mieux de l'école où tu n'étais pas mercredi dernier. Maman, c'est vrai, mais je m'y ennuie tellement. Tu n'arriveras à rien dans la vie à traîner dans la rue. Mais maman, j'étais au musée de Longchamp, il y a de si belles peintures. Non mais mon Dieu Paul, où que tu aies été, je te demande de retourner à l'école. Sur l'injonction de sa mère, il y retourne, même s'il sait déjà ce qu'il veut. Commencer à travailler. Il finit par convaincre son père, qui l'autorise à 17 ans à arrêter l'école, à une seule condition, s'il vient apprendre un métier auprès de son chef comptable, le capitaine Censier. L'homme, le capitaine, est aussi doué pour enseigner les arcanes de la comptabilité à Paul que pour lui raconter ses aventures d'ancien marin.
Mais ce qui frappe surtout le jeune homme, c'est l'opiniâtreté de son chef. Imaginez, amputé de la jambe gauche, il fait chaque jour 4 km à pied sur ses béquilles pour se rendre au travail. L'homme semble incarner la devise que l'instituteur de Paul inscrivait sur le tableau noir. Nul bien sans peine. Hey Nicolas, remets une tournée de ton tu sais quoi. Paul Goguenard indique les verres de ses amis d'une main et de l'autre attrape une assiette d'anchois. Au bar, 2 hommes en uniforme de la maréchaussée affichent l'air placide de ceux qui n'ont pas entendu. Personne n'est dupe, le fameux « tu sais quoi ?» est le pastis local que fabrique Nicolas, le patron. Un alcool interdit depuis l'arrêté de 1915, pris à l'époque pour stopper les ravages de l'absinthe, autrement appelée la fée verte. Mais à Marseille, si tout le monde n'est pas sorcier comme Espanais, chaque tenancier y va de sa propre recette. Hors de question pour les Marseillais de se priver de ce mélange de fenouil, graines d'anis, réglisse et de l'eau de vie de mare qu'ils affectionnent tant. Évidemment, l'arrêté est un malentendu du gouvernement et n'importe quel ministre qui descendrait sur la canebière pour boire un pastis le lèverait aussitôt. Les Marseillais en sont persuadés. Paul, lui, assure déjà les livraisons de vin le matin pour son père, alors qu'il n'a pas encore arrêté l'école. Saint-Loup, la Bourbonnière, l'Estac, il connaît chaque quartier de Marseille par cœur, chaque terrasse de café. À Marseille, il absorbe la folle énergie de la ville avant de retourner par le tramway dans le silence apaisé du soir à Sainte-Marthe. Dans sa tête, les choses vont à toute vitesse. Chaque jour, il se repasse cette journée au mât de l'Espanais et la découverte du pastis du vieux sorcier. Il se rappelle, lui, l'adolescent gauche, avoir dansé de joie, moins enivré par l'alcool que par le goût de l'anis relevé par le réglisse. Depuis, et malgré les rires des adultes, sa résolution ne l'a pas quitté. Il veut faire son propre pastis. Mais le poète est aussi un homme pragmatique. Sa pratique des cafés lui fait vite comprendre que c'est la clientèle qui fait le succès d'une boisson. Paul n'a de cesse de regarder les clients consommer, d'étudier leur goût, leurs préférences. Et le soir, après les livraisons, il s'enferme dans sa chambre, souvent avec son frère Pierre, pour créer l'élixir dont il rêve. À côté de son lit trône un alambic artisanal et posé sur son bureau, une paillasse de chimiste. Il distille jusque tard dans la nuit du vin pour en extraire l'alcool et ajoute les graines d'anis et le réglisse. Une méthode artisanale et empirique, mais aussi une méthode dangereuse. Eh bien mon fils, quelle tête ce matin ? Tu as les cheveux roussis, comme si tu t'avais couché avec le diable. Oui maman, j'ai mal réglé le gaz pour chauffer l'eau de la douche et j'ai pris un mauvais retour de flamme. Oh, Joseph, cette gazinière est une calamité, il faudra la changer. Regarde la tête de ton fils. Je crains fort, ma chérie, que c'est l'obstination que ton fils a dans la tête qu'il faudrait changer. Mais Joseph sait que c'est impossible. Il a bien vu comment son fils lui a forcé la main pour arrêter les études, malgré son désir de lui faire faire une école de commerce. Paul, lui, continue, rivé à son idée et à sa nouvelle devise « Nul bien sans peine ». Paul, l'œil humide, regarde la petite maison en pierre plantée au milieu du vignoble. On dirait la maison de l'Espanais. Aucun détail ne manque. Il sourit, fier de l'étiquette de son premier vin, le Canto Agasso, qu'il a dessiné lui-même. La mise sur le marché s'avère pourtant plus compliquée. Si quelques patrons de bar en commandent prêts à essayer pour faire plaisir aux Ricard, père et fils, ils n'en reprennent pas. Tu vois, Paul, ton vin, je l'aime bien, mais je le vends pas du tout. Mais pourquoi Marius ? Le prix est bon pour cette qualité. Et Paul, je vais te dire la vérité, il est encore trop cher pour les ouvriers et les bourgeois, ma foi, et préfère se rincer la gorge avec un bon Bordeaux. Le constat est sans appel. Son vin n'a pas sa place sur la table.
Qu'importe, Paul ne se laisse pas abattre. Après tout, pourquoi ne pas revenir à sa première intuition et faire un vin d'apéritif? Ah, Paul, te voilà. Je parlais justement aux camarades de toi. On dégustait ton Cantagas. Moi, je n'ai pas goûté le goût du mar, mais celui-là, il passe crème. Oui. Merci Marius, et vous aussi mes amis, mais dites-moi plus sur... il vous plaît comment exactement? Et Paul de questionner inlassablement restaurateurs et clients pour comprendre leurs attentes. Et si son Cantagas remporte seulement un succès modeste, il commence à être connu dans tous les bars de la ville. Chacun recherche la compagnie de ce négociant enthousiaste et travailleur. Paul ne s'arrête jamais. Et en 1930, alors qu'il atteint sa majorité, il profite de son émancipation pour suivre les cours des Beaux-Arts de Marseille. Il s'y rend d'ailleurs à pied, 2 fois par jour, depuis les locaux de l'entreprise paternelle et parallèlement continue de chercher le Graal. Le pastis qui aura le goût et l'esprit de celui de l'Espanais. Il travaille et retravaille sa formule chaque soir, chaque après-midi avec sa nouvelle recette. Il fait le tour des bars pour la faire goûter et note chaque mot, chaque remarque de ses clients. Le temps presse. Il le sait en cette année 1932. Une rumeur court dans Marseille qui pourrait bien changer la donne du marché des apéritifs. Le gouvernement français a décidé de lever l'interdiction des boissons de plus de 45 degrés. D'ores et déjà, les plus grands limonadiers comme Casanis, Berger, Jeannot ou Pernod se préparent à inonder le marché de boissons apéritives. Papa, il parle même de la légalisation du pastis aux actualités du cinéma. Oui Paul, je m'en doute, mais nous ne sommes pas de taille pour affronter la concurrence. Nous n'avons même pas le matériel de distillation nécessaire. Las, Joseph, une fois de plus, est obligé de se faire une raison. Son fils ne renonce jamais. Il lui donne alors 600 litres d'alcool et Paul achète à Pernod les 3 foudres à absinthe nécessaires à la fabrication de son élixir. Quant à son frère Pierre, réquisitionné, il s'occupe de la facturation et des livraisons. Alors que la petite entreprise artisanale se lance, toute la famille a en tête la soirée exaltée de Paul quelques semaines plus tôt quand il a fallu trouver un nom à sa boisson. Ce sera Ricard, le vrai pastis de Marseille. « 1932, Sainte-Marthe. Paul fait installer de nouvelles cuves de macération et une embouteilleuse. Le succès de son pastis est exponentiel, loin des prévisions pessimistes de son père. D'ailleurs, ce dernier, face au succès, a même accepté d'acheter le terrain qui jouxte ses entrepôts pour s'agrandir. C'est donc une petite usine qui tourne maintenant sur les hauteurs de Sainte-Marthe. Après 8 mois de commercialisation, ce sont déjà 250 000 bouteilles de pastis Ricard qui sont distribuées. L'équipe familiale s'est aussi agrandie et désormais 8 salariés travaillent avec eux. Paul et Joseph n'ont de cesse d'arpenter le pavé marseillais pour convaincre les patrons de café. Leur pastis se vend bien et la fameuse proportion 5 doses d'eau, 1 dose de pastis le rend d'ailleurs très rentable pour les cafetiers. Si une bouteille d'apéritif tire au maximum 20 verres, celle des Ricard en tire 50. Paul est partout et applique dans tous les domaines de son entreprise le dicton de son instituteur « Nul bien sans peine ». Et de la peine, il s'en donne et les années qui suivent le récompensent. 1934, le pastis Ricard de Paul est vendu jusqu'à Lyon. 1936, 2 Parisiens, un verre de jaune à la main, s'amusent à parodier la publicité de la firme marseillaise. « Hé, tu y as pris goût toi aussi à notre Ricard ?» Paris n'est pas encore conquis, mais il est déjà courtisé. Paul, l'artiste des Beaux-Arts, a compris l'importance de l'image. À travers ses affiches, ses brocs aux couleurs de Ricard, il ne vend plus un apéritif, mais un art de vivre. 1937, Paul rayonne au bras de Marie-Thérèse, la femme qu'il vient d'épouser. Le bonheur conjugal vient couronner 5 années de réussite entrepreneuriale. 1937, c'est aussi l'année où son père, son mentor, meurt à seulement 52 ans.
Paul n'en a que 27. Si le fils est dévasté, l'entrepreneur a bien peu de temps pour le chagrin. Il faut livrer, il ne peut se permettre d'être en rupture de stock et de briser la confiance que ses clients ont mise en lui et son père. Pourtant, les liquidités manquent, les avoirs de Joseph sont bloqués dans l'attente de la succession. Sans son père, les banquiers ne lui font plus la même confiance. Paul prend le taureau par les cornes et exige le paiement en liquide de toutes les livraisons qui n'ont pas encore été payées. Et c'est un jeune homme déterminé qui rentre quelques jours plus tard dans le hall de la Banque de France avec 500 000 francs en liquide et un revolver à la ceinture pour assurer sa sécurité. Paul continue de réorganiser son entreprise avec l'aide et le soutien sans faille de sa famille. Paul, c'est Marie-Thérèse. Il faut que tu viennes tout de suite à Sainte-Marthe. Chérie, que se passe-t-il ? Il s'agit de ton frère, Pierre. Il est mort. Après son mentor, Paul vient de perdre son confident de toujours. Une page se tourne. Bonjour maître, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, Paul. J'admirais beaucoup votre défunt père. Maître, je vais être direct. Je ne veux plus subir les déboires que nous avons eus lors de sa disparition. Je veux que notre société familiale devienne une société anonyme. Les distilleries Ricard. Quand l'avocat d'affaires sort du bureau de Paul, il a en tête la structure que Paul lui a demandé de mettre en place. 4000 actions, dont la moitié pour Joséphine, la mère de Paul. Le reste pour son fils et une partie, plus étonnamment, réservée aux salariés de l'entreprise. Oh, mais quelle drôle d'idée, pense l'avocat. Décidément, le père du jeune homme est parti trop vite. Paul, lui, est persuadé que la performance de l'entreprise dépend de ses salariés. Il en a même 7 au conseil d'administration de l'entreprise. Il développe une véritable politique sociale et leur offre même 3 semaines de congés payés au lieu des 2 réglementaires. D'ailleurs, la suite lui donne raison. L'entreprise connaît un succès florissant. 1938. Le gouvernement passe la limite légale de la teneur d'alcool du pastis à 45 degrés. Paul peut enfin offrir à ses clients la recette originale de son pastis telle qu'il l'a conçue. Anisé sans être trop sucré, léger sans être noyé. Et Paul compte bien sur la vague sudiste qui balaie la France avec des chanteurs comme Tino Rossi, par exemple, pour inonder le marché français. D'ailleurs, à l'instar de Coca-Cola, il a bien compris que c'est la publicité qui fera son succès. Et si Paris connaît son pastis, il a fort à faire avec ses concurrents, et notamment un certain Pernod. Pour Paul, sa boisson doit porter l'image de sa ville, Marseille. Il engage un peintre en lettres, décline sa marque dans une multitude d'accessoires et transforme ses camions de livraison en placards publicitaires. Partout, il affiche son nouveau slogan. Ricard, le vrai pastis de Marseille. Une concurrence qui agace les autres limonadiers qui ont vu les années passant l'outsider devenir un véritable challenger. Et c'est une nouvelle formule publicitaire qui emporte définitivement la partie. Hé, garçon à Ricard, sonne la fin de l'hégémonie de Pernod sur Paris. Mais bientôt résonne un nouveau son de cloche. Cher monsieur le directeur, la présence allemande et la morosité ambiante n'arrangent pas nos affaires. Nos ventes baissent et si elles ne s'effondrent pas encore, c'est dû à la puissance de notre marque. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur. Paul reçoit cette lettre sur son lieu de mobilisation. Cela fait d'ailleurs plusieurs mois qu'il gère à distance ses 600 salariés. Dans un dernier geste bravache, il a rejoint le front avec un camion aux couleurs bleues et jaunes de son pastis. Le capitaine de son régiment en a fait d'ailleurs son bureau. Paul, lui, occupe son désœuvrement en passant de longues heures à peindre dans la nature. Il porte depuis toujours une profonde aversion à la logique militaire qui entrave l'homme d'action qu'il porte en lui. De son service militaire, il garde de solides inimitiés. D'ailleurs, des années plus tard,
le capitaine Campo Casso, reconverti dans la limonade, refusera de servir le pastis du soldat Ricard. Mais pour l'instant, le directeur d'usine essaie tant bien que mal de gérer à distance ses affaires. Pendant que les hommes battent la campagne, à Sainte-Marthe, la mère de Paul et les autres femmes ont pris la relève pour faire tourner l'usine. Fabrication, livraison et gestion, elles assurent toutes les tâches. 22 juin 1940. La France est séparée en deux avec l'armistice et Paul renvoyé dans le civil. 23 août 1940. Le gouvernement vient de promulguer au journal officiel une loi interdisant formellement la fabrication, la commercialisation et la consommation de toute boisson titrant plus de 16 degrés d'alcool dans toute la France. Avec cette loi, il s'agit de lutter contre le fléau de l'alcoolisme largement responsable de l'état moral de la France. Oh, Monsieur Paul, quel gouvernement de félons. Ricard est perdu. Il ne s'agit pas d'un malentendu cette fois, mais d'une attaque contre Marseille. Le visage de Paul se crispe dans un geste anxieux. Il saisit l'assise de sa chaise comme s'il voulait la broyer. C'est tout ce bar de l'Estac qui semble se noyer. Une fois l'émotion passée, Paul se reprend. Lui, le responsable de plusieurs centaines de salariés, ne peut pas laisser son usine couler. Il ne faut pas plus de 2 jours pour qu'il mette en place un plan B. Ricard va produire du vermouth et puis du jus de fruits s'il le faut. La France, exsangue, a besoin de ressources, alors s'il le peut, il produira aussi de l'essence avec son alcool. Il a pourtant conscience que cela ne suffira pas. Un soir, il réunit ses salariés. Les mines sont graves, et même lui, contrairement à son habitude, affiche un air solennel. Messieurs, mesdames, je sollicite votre attention, j'ai une annonce à vous faire. Vous vous demandez ce que nous allons devenir. Je viens vous apporter la réponse. Nous allons devenir paysans. Nous allons devenir paysans. Antonin, dit le Momo, regarde avec stupéfaction ses mains pleines du cambouis de l'embouteilleuse. Mais après tout, pourquoi pas? La terre s'y déposera de la même manière que la graisse des machines. Si Monsieur Paul lui montre comment faire, alors lui fait confiance, il deviendra paysan. Dans l'usine, pourtant, c'est l'incrédulité qui domine au fur et à mesure que Paul détaille son plan. Il parle de la Camargue, de sa propriété de Méjeanne, de la guerre, des bouches et des familles à nourrir. Si la guerre se poursuit, alors il faudra nous nourrir et nourrir la France. Oui, la Camargue est une terre inhospitalière, une terre sauvage, dominée par les marais et le sel. Pourtant, le domaine de Méjeanne dont je vous parle a vu pousser de la betterave sucrière pendant la Grande Guerre. Nous allons d'abord devenir maçons pour nous loger et loger notre bétail. Éleveurs pour produire lait et viande et agriculteurs pour tirer le maximum de la propriété de Méjeanne. Et c'est ce qui se passe. Paul s'organise entre Méjeanne, où il fait pousser du riz, et sa source de Plestin, en Ardèche, où il met de l'eau de source en bouteille. L'homme a su construire une entreprise pendant la décennie noire, celle d'après le krach de 1929. 15 ans plus tard, au sortir de la guerre, il exploite 20 hectares de rizières et produit 60 tonnes de riz. Paul crée avec son domaine de Méjeanne un monde ex nihilo avec une école, des logements. Il a réussi à s'occuper de ses salariés. Maintenant, il doit récupérer son usine. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Régal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski,
Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.